Bonjour à tous et toutes. Donc comme vous avez pu le constater, la classe virtuelle n'a pas fonctionné. Il y a pas mal de problèmes en ce moment dû à une surcharge du site Scolengo. Donc je remplace ce cours en classe virtuelle par cette petite vidéo où je vais reprendre un petit peu le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc c'est-à-dire l'analyse de la cuirasse de la statue d'Auguste Prima Porta. Il est donc évidemment indispensable, avant de voir cette vidéo, de faire le travail. Donc si c'est pas encore fait, arrêtez tout de suite, allez faire le boulot que j'ai demandé, qui est assez simple, hein, c'est un petit travail de recherche qui se fait rapidement, un quart d'heure, 20 minutes, et revenez ensuite pour le corriger. Voilà. À la fin de la vidéo, je vous donnerai également les explications du travail à faire que je vais vous donner pendant les vacances. Donc restez bien jusqu'au bout, et voilà. Alors allons-y. Cette statue, je vous l'ai donnée à travailler parce que c'est un autre exemple de propagande. Hein, on a vu auparavant que Auguste avait été assez malin pour euh, faire en sorte de se faire une publicité à travers l'art. Notamment, on l'a vu à travers des écrivains célèbres comme Ovide, voilà, qui écrivent des textes sur lui, à sa gloire, etc. Mais il ne s'est pas contenté de la poésie ou de l'écriture en général, mais il a également étendu sa propagande dans les arts plastiques. Et ici, une statue. Donc, c'est une statue qui est en marbre, qui est la copie d'un original en bronze, hein, mais qui est exactement la même, qui a été faite à partir du même moule. Cette copie date de 14 après Jésus-Christ, l'original de mémoire daté d'environ -20. Voilà. Donc c'est une copie qui a 30 ans à peu près d'écart avec la première. Donc c'est quand même une copie qui reste très ancienne et comme j'ai déjà dit très proche de l'original. Et elle est conservée au musée du Vatican à Rome. Et c'est une des statues, c'est la statue d'Auguste la plus célèbre et également une des statues les plus célèbres de l'Antiquité. Elle s'appelle Prima Porta parce qu'elle a été retrouvée près d'un site qu'on appelait le site de la première porte, supposé être la première porte de Rome. Voilà. Alors, cette cuirasse, elle est intéressante, particulièrement dans cette statue, pardon. Ce qui est intéressant, c'est la cuirasse, qui est pleine de détails et qui est intéressante à travailler, car elle constitue en fait un vrai ensemble de symboles, des symboles qui ramènent tous au pouvoir d'Auguste. Voilà, à sa suprématie sur la terre, mais aussi, comme on va le voir, sa symbolique divine. Donc on va reprendre les éléments qu'il y avait à trouver sur cette statue, hein, les petites légendes que vous voyez avec les chiffres, en partant du haut et en allant vers le bas. Donc d'abord les éléments qu'on trouve en haut de la statue. On a d'abord l'élément 1, qui est Caelus. Caelus, c'est la représentation divine du ciel, hein, une représentation personnifiée, hein, sous la forme de traits humains du ciel. On le reconnaît parce qu'il porte ce drap qui représente en fait la voûte céleste. D'accord. Ensuite, en 2, vous avez Sol, la représentation du soleil, ici sous la forme d'une femme. Et on le voit parce qu'elle est sur un char. Et si vous regardez pendant la journée, vous avez l'impression que le soleil se déplace dans le ciel, hein, comme dans l'Antiquité, il supposait qu'il était sur un char et qu'il courait dans le ciel pendant la journée jusqu'à la nuit. Et la nuit, on y arrive justement avec 3 et 4, qui sont la représentation 3 de Luna, c'est-à-dire la lune, qu'on reconnaît grâce à son flambeau qui est censé éclairer dans la nuit, hein, puisque la lune est la seule source de lumière dans le ciel, avec les étoiles évidemment, mais c'est disons la plus brillante quand il fait nuit. Et enfin en 4, l'aurore, qui représente cette liaison entre la nuit et le matin, et qui est symbolisée par sa petite cruche qui sert à poser les gouttes de rosée que vous trouverez le matin sur la pelouse après la nuit. Alors pour ce qui est des éléments du milieu, maintenant, on trouve en 5 la représentation des Celtibères ou de la Dalmatie. On n'est pas sûr des interprétations. Les Celtibères, c'est un peuple d'Espagne, hein, conquis par Rome évidemment, et la Dalmatie, un peuple qui se situe du côté des Balkans, c'est au nord de la Grèce, donc là où il y a actuellement la Macédoine, et également une région conquise par les Romains.
En 6, on identifie facilement, notamment grâce au petit sanglier, qui symbolisait la Gaule, hein, donc vaincu également par les Romains. Au milieu de la cuirasse, tout à fait au milieu, vous trouverez en 7 Tibère, qui est le fils adoptif d'Auguste, général de son armée et futur empereur de Rome. C'est lui qui sera le deuxième empereur à Rome. Et il est en train de prendre à Phraates IV, qui est le roi des Parthes. Hein. Souvenez-vous, les Parthes, ce peuple qu'essayaient de vaincre les Romains, et notamment Marc-Antoine, et qui n'y sont jamais parvenus jusqu'à Tibère. Donc Phraates IV qui est en train de remettre les enseignes, c'est-à-dire le symbole de l'armée romaine qu'il avait capturé, que le peuple des Parthes en tout cas avait capturé longtemps avant à Crassus, et qui est un symbole d'humiliation pour Rome, puisque capturer le symbole de l'armée, l'enseigne, hein, ça veut dire qu'on les a vaincus, et il est en train justement de les rendre à Tibère en signe de soumission. Et en 9, vous trouvez évidemment la louve, symbole de Rome, hein, vous le savez, Romulus, Rémus, etc. Vous êtes au courant de tout ça. On arrive enfin à la partie du bas. Donc la partie du bas où on va trouver en 10 Apollon, qui est divinité associée au soleil, aux arts, hein, à la poésie. En 11, sa sœur jumelle, Diane, ou encore donc Diane chez les Romains, Artémis chez les Grecs, qui, elle, est la déesse de la chasse, qu'on reconnaît facilement grâce à ses attributs, qui sont le carquois et les flèches, et également la biche. Pour Apollon, pardon, je ne l'ai pas dit, mais son attribut essentiel, grâce à quoi on le reconnaît, c'est sa lyre, qui est l'instrument symbolisant justement la poésie, les arts, etc. Et en 12, vous trouvez Tellus, Tellus qui est une représentation divine de la terre, identifiable grâce à la corne d'abondance qu'elle tient sur elle, qui représente justement l'abondance de la terre. Hein. Dedans, on y trouve des fruits, notamment des noix, etc., qui représentent toutes les richesses de la terre. Ça, c'était pour les éléments du coup à retrouver. Vérifiez bien que vous avez noté les bons. Voilà, certains m'ont déjà envoyé leur travail, j'ai pu le voir, n'hésitez pas à me l'envoyer aussi, hein, c'était pas une obligation, mais voilà. On va maintenant aller un peu plus loin et commenter ensemble la symétrie de cette cuirasse, parce que les symboles sont organisés vraiment de façon harmonieuse et avec des représentations très fortes, symboliquement, justement parlant. Alors d'abord la ligne du haut, qui est la ligne du ciel, hein, où on trouve tous les éléments célestes, le soleil, le ciel, la lune, etc. Et avec une opposition gauche-droite du soleil et de la lune. Ça symbolise le pouvoir céleste d'Auguste, en fait. Le pouvoir céleste et sa représentation, sa divinisation. Hein. N'oublions pas qu'Auguste est le premier à s'être fait diviniser, Augustus signifiant justement divin. Relié au ciel, directement, vous avez la terre, qui est logiquement en bas de la cuirasse. Donc, tout ça pour montrer que le règne d'Auguste s'étend justement de la terre au ciel, hein, qu'il est le maître du monde absolu. Donc voilà, symétrie verticale parfaite. Autre symétrie verticale, le soleil, Sol, hein, qui est en haut, représenté par cette femme, qui est directement relié sur le même côté qu'Apollon, qui est lui-même la divinité du soleil. Et vous trouvez la même chose de l'autre côté, avec Luna en haut qui est reliée à Artémis, associée généralement à la lune, ce qui est logique puisqu'elle est la sœur jumelle d'Apollon qui est le soleil. Donc symétrie verticale parfaitement organisée entre les différentes représentations des astres, et la partie du milieu, entre les dieux si vous voulez, hein, qui représente le monde conquis par Auguste. Regardez un petit peu dans quelle posture se trouve à gauche et à droite, donc la Celtibère ou la Dalmatie, et la Gaule, en position de soumission. Hein. Ils sont assis, tête dans les mains, vaincus par le pouvoir d'Auguste. Vous savez, entre parenthèses, que c'est pas lui qui a conquis directement ces territoires-là, ce sont ses prédécesseurs, mais c'est lui qui est maître de cet empire-là. Et vous trouvez en plein milieu le plus grand triomphe d'Auguste, en tout cas qui a eu lieu sous le règne d'Auguste,
les Parthes, hein, ce peuple jamais conquis, jamais soumis par les Romains, qui est enfin à leurs bottes et qui représente un petit peu la soumission du monde connu par les Romains le pouvoir total, si vous voulez, qu'Auguste exerce sur ce monde-là. Donc voilà pourquoi cette cuirasse est très célèbre, parce que en très peu de symboles qu'on n'identifie pas forcément quand on regarde la statue dans son ensemble, hein, mais quand on se pense dessus, on voit que ce travail est fait très finement, évidemment, et même sur le plan artistique, elle est très belle, elle est très bien conservée, et elle est très détaillée, mais surtout, elle est très riche en symboles de pouvoir. C'est clairement une statue de publicité. Voilà. Voilà pour la cuirasse d'Auguste, et le travail qu'il y avait à faire, je l'ai complété évidemment par d'autres annotations. Je précise entre parenthèses que vous pouvez très bien décider de travailler sur Auguste et sur cette statue pour votre oral de brevet. Ça démarque un petit peu hein, de travailler sur un thème en latin. Donc n'hésitez pas à me le signaler si vous avez envie de travailler là-dessus, je vous donnerai d'autres infos, je pourrais vous aider un petit peu. Voilà. Maintenant, ce qu'il y a à faire pendant les vacances. Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. On va travailler pendant les vacances sur du grec ancien. On en a déjà fait pendant le confinement de l'année dernière, je sais que tout le monde n'a pas forcément suivi et tout. Là, ce sera l'occasion de revenir dessus, de retravailler dessus, donc sur l'alphabet et sur le grec. Hein, une langue évidemment qui n'a pas le même alphabet que nous, donc il va falloir là s'entraîner à lire. Et à la rentrée, je vous ferai lire. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire une classe virtuelle, mais sinon ce sera au retour en classe. En tout cas, je vais vous demander cette fois-ci de m'envoyer votre travail via Scolengo. Donc il va s'agir, je vous montre ça, il va s'agir de transposer en fait de l'alphabet grec à l'alphabet français. Donc je vais vous envoyer ces documents, vous inquiétez pas, dans le travail à faire, vous aurez des pièces jointes avec l'alphabet et le texte. Et en fait, il va s'agir de transposer. Alors comment je fais? Si je prends par exemple, regardez à la ligne 6, ce mot-là, là. Le mot qui se lit en grec carpon, hein, ligne 6, vous y êtes tous. Attendez. Non, c'est pas ligne 6, autant pour moi, ligne 4. Ligne 4. Vous y êtes tous, ligne 4. Bah, je vais regarder la première lettre. Je me reporte à l'alphabet, qui est à droite, qui est présenté à droite. Et je vois que la première lettre, c'est la lettre kappa, la lettre K. Et je vois qu'elle se prononce en français que. Donc j'écris C. D'accord? Ensuite, je vais voir la deuxième lettre, je l'identifie comme un alpha. Je vois qu'en français, ça correspond à la lettre A. Donc j'écris A, etc., etc. Et je transpose comme ça. Voilà, en notant les lettres en français au fur et à mesure. Ça, en fait, ça va vous entraîner à connaître l'alphabet, d'accord, et à vous repérer dedans. Et ça, vous allez le faire jusqu'aux 3 points de suspension là qui est au milieu du texte, entre parenthèses. Vous allez faire jusque là. Voilà. Explication rapide de l'alphabet, évidemment. Vous avez le nom des lettres tout à gauche. Donc le nom des lettres en grec total, je ne vous demande pas de les connaître par cœur, il n'y a pas de problème avec ça. Plus important, du coup, les majuscules et les minuscules, et comment elles se prononcent à droite. C'est ça les 3 colonnes les plus importantes, évidemment. Ok ? Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment, je vais vous envoyer le travail sur Scolengo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre, hein, je regarde ma messagerie en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai comme je peux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Portez-vous bien, passez de bonnes vacances, prenez bien soin de vous, de votre famille, etc. On se retrouve très vite, en pleine forme, j'espère. Au revoir.